mise en place des instances constitutionnelles sera parachevée à la fin du premier trimestre 2018. Le ministre de tutelle Mehdi Medrabi l'a affirmé aujourd'hui en plénière à la ARP. Il a appelé ces instances à surmonter leurs problèmes internes qui risquent de porter atteinte à leur crédibilité. Renouvellement aujourd'hui du tiers des membres du conseil de l'ISI. Le tirage au sort a désigné 3 membres sortants, Najla Bahem, Ayad Bouhouch et Anwar Ben Hassan. L'instance Vérité et Dignité organise demain des séances d'audition consacrées aux victimes des incidents de la chevrotine, incident survenu le 27 novembre 2012 à Céliana. La présidente de l'IVD a indiqué aujourd'hui lors d'une conférence de presse que l'instance a reçu 2 types de dossiers, un dossier collectif au nom de toute la région et 24 dossiers individuels des victimes des incidents de la chevrotine. Le ministère de l'Énergie annonce avoir reçu 69 offres de projets dans le cadre de l'exécution du programme de production de l'électricité à partir des énergies renouvelables au cours de la période 2017-2020. Une commission au sein du ministère va sélectionner les projets fiables et informer les candidats des résultats de la sélection avant le 15 mars 2018. 22 migrants clandestins de différentes nationalités ont été secourus aujourd'hui à 120 km au large de Zarzis par la marine nationale. Leur embarcation était immobilisée suite à une panne de moteur. Ils avaient quitté le port de Boukamech en Libye et comptaient rallier les côtes italiennes. À l'étranger, quelques 22 millions d'Algériens sont appelés à voter aujourd'hui pour désigner leurs élus communaux et départementaux. Une cinquantaine de partis politiques et 4 alliances, auxquelles s'ajoutent de nombreuses listes indépendantes, s'affrontent pour les sièges des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de wilaya. L'Irak a lancé aujourd'hui dans le désert occidental l'ultime bataille pour éradiquer Daesh. L'assaut a été lancé à partir de 3 axes dans une vaste région désertique dont l'ouest de l'Irak, proche de la frontière syrienne. Selon les experts, cela représente 4% du territoire, soit un rectangle d'environ 7000 km². 6 pirates somaliens présumés ont été transférés aux Seychelles après leur arrestation pour les attaques d'un porte-conteneurs et d'un navire de pêche au large du sud de la Somalie. Les suspects âgés de 16 à 24 ans avaient été interpellés par la marine italienne, déployée dans le cadre de l'opération européenne anti-piraterie Atalante après avoir été surpris en train d'attaquer les 17 et 18 novembre 2 navires. La Terre est de plus en plus inondée de lumière artificielle, un phénomène aggravé par la nouvelle technologie des lampes à diode électroluminescence. C'est ce que montre une étude, c'est ce que montre une analyse des observations d'un satellite qui confirme une pollution lumineuse grandissante qui affecte la santé humaine, les animaux et les plantes. Voilà, je vous retrouve dans 1 heure pour d'autres nouvelles en bref. À tout à l'heure. RRTCI. Le magazine de l'économie, une émission de Zakaï Araz. Bonjour. Près de 10 000 ingénieurs sont au chômage. Entre 2500 à 3000 quittent la Tunisie pour des cieux plus accueillants. Les derniers chiffres de l'INS font état par ailleurs de la persistance du taux de chômage à hauteur de 15,3% et d'un taux de croissance de l'économie sur les 9 derniers mois de 1,9%. Autant dire un taux de croissance insignifiant. Nous savons tous que tous les pays développés ont réussi leur essor grâce, entre autres, à leurs ingénieurs. Ravi d'accueillir aujourd'hui Abdesattar Hosni, secrétaire général du Conseil de l'Ordre des ingénieurs. Les chiffres sur la situation des ingénieurs en Tunisie sont ceux rendus publics dernièrement par le Conseil de l'Ordre des ingénieurs. Est-ce un cri d'alarme que vous lancez de là, Abdesattar Hosni ? Je pense que ça peut être considéré comme tel. Nous avons lancé ce cri d'alarme depuis quelques mois, donc depuis l'année dernière. Nous avons commencé à décrire la situation, donc nous avons élaboré un rapport que nous avons dénommé entre nous le rapport sombre, parce qu'il récapitule l'état de la démographie, l'état des salaires ou des revenus des ingénieurs et la situation de la formation des ingénieurs, où nous avons froidement mis ces chiffres-là sans commentaire. Sans état d'âme. Sans état d'âme. Oui. Pour que les partenaires comprennent qu'il y a une défaillance énorme dans ce sens. Il y a un gros problème même. Exact. Plus qu'une défaillance. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, oui. Je pourrais même qualifier la situation de catastrophe. Parce
que quand vous avez les chiffres que vous avez avancés, quand vous avez 2500 ingénieurs qui quittent annuellement la Tunisie, pas n'importe qui, l'élite, les meilleurs. C'est les compétences. Exact. Absolument. Oui. Donc le pays est en train de se vider de ses compétences. Vous savez, la nation a besoin de ses ingénieurs pour le progrès. Et chaque fois qu'il y a eu un progrès ou un développement d'une nation, les ingénieurs étaient à la base de ça. Et chaque fois, au contraire, qu'il y a eu une récession ou une régression dans une nation, c'est que les ingénieurs ont été marginalisés. Nous-mêmes, en Tunisie, ici, nous avons vécu au 19e siècle. Il y a Ahmed Bey qui a créé l'école polytechnique du Bardo. Là, oui, tout à fait, du Bardo. Parfaitement, Ouais. c'était en 1837. Et l'objectif était de former des ingénieurs qui étaient en même temps des officiers de l'armée. De l'armée, oui. Pour le progrès de la nation, pour intégrer la Tunisie dans la révolution industrielle De l'époque, tout à de fait. l'époque, Du qui 19e était siècle, oui. parfaitement. Oui, en marche à l'époque, oui. Exactement. Et il y a eu même des réalisations dans ce sens. Vous savez, ces ingénieurs-là ont fait des ouvrages d'assainissement entre Bab Saadou et Bab Souiqa, étaient mécanisés en 1850. Ils ont utilisé des tracts, c'était pas peu. Vous pouvez aller à Bourba, il y a un village, Batan, Batan, oui. dans lequel il y a une grosse usine qui est maintenant délabrée sur le Medjerda. Oui. C'était une usine militaire. Il y avait on construisait certains engins, on faisait tout ce qui était accessoire pour l'armée. Donc, pour dire, Abdesattar Hosni, qu'il y avait un noyau déjà dès le 19e siècle en Tunisie. Parfaitement. Voilà. Le problème, pourquoi est-ce que j'ai cité ça? C'est que cette école a été détruite par des corrompus. Dès que les ministres que vous connaissez, qui étaient à l'origine de l'occupation, l'un des premiers actes qu'ils ont fait, ils ont fermé cette école. Voilà. Donc, chaque fois que quelqu'un désire régresser ou détruire, il empêche les ingénieurs de s'épanouir, de faire leur boulot, d'organiser. Voilà. Vous savez, autre chose dont on parle rarement, je m'excuse. Oui, allez-y. Le collège Sadiki, l'une des missions fondamentales du collège Sadiki était d'envoyer les élites, donc les meilleurs élèves, faire des grandes écoles en France. L'un des premiers actes du colonialisme, après la signature donc des accords de Bardo, 1880, oui. Ils ont rapatrié les élèves qui étaient partis pour étudier, pour devenir des ingénieurs, pour faire les grandes écoles en France. L'un des premiers actes, ils les ont ramenés en Tunisie. Et durant toute l'occupation, il était permis aux Tunisiens de faire tout ce qu'ils veulent comme études en France. Pas l'ingénierie. Parce que la puissance d'une nation, sa souveraineté, son confort, c'est l'ingénierie. C'est sa capacité à gérer... À intégrer surtout cette catégorie donc, de spécialistes et de compétences. Et la situation au jour d'aujourd'hui, tout de même, on ne peut pas la comparer à ce que vous veniez de dire par le passé. Donc la situation des ingénieurs n'empêche qu'elle n'est pas bonne du tout aujourd'hui. Et donc, vous avez mis le doigt sur plusieurs problèmes et points noirs. Et donc, à part le fait qu'aujourd'hui, en 2017, on compte près de 10 000 ingénieurs au chômage. Mais il y a un problème. Le taux d'encadrement dans le pays, nous le savons, il est très très faible. 1,2%. Oui, nous avons 1,2%. C'est-à-dire pour chaque 100, nous avons un ingénieur, pratiquement. C'est très peu. Donc, comment expliquer cela? Est-ce que c'est un problème d'employabilité, d'inemployabilité? Là, on parle des diplômes tunisiens. C'est un problème de capacité de l'économie tunisienne à absorber cette catégorie de compétences, de spécialistes. Comment vous expliquez cela au Conseil de l'ordre des ingénieurs? Alors, quand il y a une catastrophe, elle n'est jamais due à une seule raison. C'est une accumulation, c'est une suite, c'est une sorte de séquence. Cette séquence est engendrée par plusieurs causes. L'inadaptation du modèle de développement ou le schéma de développement que nous avons élaboré, qui était basé essentiellement sur
l'utilisation ou l'étalage, si j'ose dire, d'une main-d'œuvre non qualifiée et peu coûteuse. C'est-à-dire, nous, on a opté pour la sous-traitance pratiquement. Et donc là, on n'a pas vraiment besoin de grandes compétences, c'est ça? Parfaitement. Dans les années 60, fin des années 60, 70, oui. il y a eu des Coréens qui sont venus faire des stages en Tunisie pour fabriquer des téléviseurs. Regardez où est-ce qu'ils sont. Aujourd'hui, regardez où est-ce que nous en sommes. Nous n'avons pas intégré dans nos modèles de développement l'importance de l'ingénierie, de la technologie. Il y a une sorte de régression dans l'utilisation de la technologie. C'est un problème de vision, de politique, de stratégie. Parfaitement. C'est un problème de choix. Peut-être qu'à un certain moment, c'était compréhensible. C'était, bon, on n'avait pas... Mais maintenant, ça n'est plus justifié. Vous savez, on aurait dû, au niveau national, traiter ces situations-là avec plus de neutralité, moins de... Pourquoi? Parce que ça a été politisé à un moment, instrumentalisé, ou quel est le problème? Je pense que... De par votre expérience, bien sûr. Je pense qu'il y a un cumul dans la marginalisation des ingénieurs peu à peu. Ça a commencé... Mais est-ce que c'était voulu? Écoutez, cette marginalisation. Bon, vous aviez parlé un moment au début de l'émission sur l'époque avant le colonialisme, au moment du colonialisme. Là, on peut comprendre, mais par la suite. Vous savez, une nation est formée de plusieurs corps de métier. Elle est formée de plusieurs compétences, de responsables, de diverses catégories, dont des fois les intérêts corporatistes l'emportent sur les intérêts de la nation. Des fois aussi, il n'y a pas de visibilité sur la nature des activités de chaque corps. Abd Sattar Hosni, la responsabilité incombe aussi à vous, les ingénieurs, à votre conseil. Parfaitement. Qui n'a pas peut-être su réagir à temps et depuis un bon moment pour redresser la situation et expliquer et dire que non, vous savez, on vivait continuer dans cette voie. Voilà. On vivait dans une dictature. Il n'a pas pu résister à la dictature qui n'avait pas intérêt à ce que les ingénieurs s'organisent et soient une vraie force pour le progrès. Donc, ils ont commencé à enchaîner les textes réglementaires, les processus, de manière à ce que les ingénieurs soient exclus. Vous savez, la loi qui a créé l'ordre des ingénieurs, elle interdit à quiconque d'exercer la profession d'ingénieur s'il n'est pas inscrit dans l'annuaire de l'ordre des ingénieurs. Non seulement ceci n'est pas respecté, mais il n'est pas respecté par l'État lui-même. Il y a des entreprises de l'État et des institutions qui font des promotions pour des ouvriers qui terminent leur carrière ingénieur général. Imaginez schématiquement que des infirmiers, tout le respect que je dois à ces infirmiers, aux ouvriers et tout, mais terminent leur carrière comme étant chirurgiens. Il y a des équilibres qui ont été créés et il y a une marginalisation qui a été au moins tolérée. Le Conseil de l'ordre des médecins, par exemple, c'était même du temps de la dictature, était fort et puissant. On n'a jamais pu marginaliser les médecins, quel que soit leur statut, public ou privé. Mais revenons à la problématique donc, que nous abordons aujourd'hui. Est-ce que le problème de la formation aussi expliquerait en partie la situation des ingénieurs en Tunisie ? S'ils sont en chômage, c'est parce que la formation n'est pas adaptée aussi aux besoins de l'économie ou des évolutions technologiques et de tous les progrès qui ont eu lieu et qui ont cours actuellement dans le monde entier. Et ma question aussi en rapport avec... Mais comment expliquer à ce moment-là que des ingénieurs tunisiens sont recrutés à l'étranger ? Parfaitement. D'abord, pour ce qui est de l'ordre des médecins et l'ordre des ingénieurs, rapidement, l'ordre des médecins n'avait pas la potentialité d'être une puissance qui pourrait gêner la dictature. L'ordre des ingénieurs, si, en nombre et en technicité, en compétences, en possibilité d'organisation, et il ne fallait pas que ces gens-là soient libres. Alors, pour ce qui est de la formation, le système éducatif tunisien a engendré des ingénieurs d'une grande compétence. Le problème du chômage, d'abord, il est apparu après la Révolution à cause des difficultés économiques que la nation vit. Déjà. Il existait, mais ce n'était pas visible, ce n'était pas très spectaculaire comme il est parce maintenant. Que le nombre n'était pas aussi important, c'est exact. Ça oui. Il faut qu'on revoie l'adéquation de la formation aux demandes
du marché de travail. Il n'y a pas une adéquation. Il y a des secteurs où on forme des ingénieurs dont on n'a plus besoin actuellement. Par exemple, justement... Les chimistes, par exemple. Moi, D'accord. je ne dis pas qu'on n'en a plus besoin, mais on n'a plus besoin de ce nombre. Par exemple, le textile. Les ingénieurs de textile, maintenant, il y en a qui ont des difficultés pour se faire embaucher. Alors que le textile est parmi les secteurs où l'innovation a sa place, et plutôt en recherche, plutôt des ingénieurs, parce que le textile change lui-même, même les matériaux, le tissu lui-même est en train d'évoluer. Ceci est dû à la nature de nos entreprises. Beaucoup d'entre elles, disons, ne créent pas de plus-value. De plus-value à la Ils sous-traitent. Prenez le cas de l'huile d'olive. Oui. Comme me l'a expliqué dernièrement mon ami, M. Salih Israël, l'un des anciens. Prenez la filière de l'huile d'olive. Qu'est-ce que nous faisons? Nous, il y a des arbres qui produisent de l'huile d'olive. Nous pressons, nous sortons de l'huile et puis nous les envoyons aux Italiens. Mais est-ce que la machine, la presse, est-ce que nous la fabriquons? Est-ce que les traitements, que ce soit des traitements agricoles, est-ce que nous les faisons? Même des choses rudimentaires qui tiennent de la chaudronnerie, les fûts dans lesquels nous stockons ou nous mettons les produits alimentaires qui sont en inox. On ne les fabrique pas. On les importe. On les importe. Mais c'est honteux. Enfin, c'est peut-être pas le terme. Dans toute la chaîne, donc de la production de l'huile d'olive, où nous sommes le champion du monde, théoriquement. De production, normalement, oui. On devrait tout contrôler, tout. Eh bien non, ceci n'a pas lieu. Il y a plusieurs raisons, comme je vous l'ai dit, la catastrophe a plusieurs composantes, entre autres, les gens qui importent ces machines, par exemple, ça ne les intéresse pas quand on commence à les produire ici. Il ne veut pas se casser la tête, il veut qu'il amené de Chine ou de Turquie. Le produit fini, donc voilà les et puis, il le vend. Nous sommes dans une économie de rente. De rente, voilà. C'est-à-dire l'innovation et la créativité. C'est pas notre premier souci. Exact. Nous allons même beaucoup plus loin que ça. C'est institutionnalisé. Cet état de fait. Je vous donne des exemples concrets. Il n'y a aucun lien. Bon, je ne dirais pas aucun, peut-être que j'exagère un peu. Mais les liens entre les entreprises, entre le monde de la recherche scientifique et les établissements d'enseignement de l'ingénierie est quasi nul. Parce que nos lois empêchent ou rendent l'usage des laboratoires de recherche par des entreprises pratiquement impossible. Parce qu'il faut faire des démarches administratives. Des procédures très longues, compliquées et lourdes, comme d'habitude. Et si un directeur d'école ou de laboratoire de l'État veut aider une entreprise, il n'a pas le droit de faire une convention directement. Non, il faut passer par les appels d'offres, tout le système circuit, par l'administration déjà centrale. Alors que partout dans le monde, la recherche ou l'innovation ou l'amélioration passe directement entre les entreprises et les laboratoires et les écoles. Le mal est là, le tableau est sombre à la limite de la situation de l'ingénierie dans notre pays, mais vous, en tant que syndicat professionnel, disons le Conseil de l'ordre des ingénieurs, est-ce que vous avez pensé à un plan d'action, à des propositions pour faire avancer les choses et inverser la tendance? Nous sommes un ordre. L'ordre n'est pas un syndicat. L'ordre des ingénieurs, comme l'ordre des médecins ou des avocats, est une personne morale de droit public créée par l'État, qui lui cède une partie de ses prérogatives pour veiller aux aspects déontologiques. C'est-à-dire, chaque fois que la sécurité des citoyens ou leur santé pourrait être menacée par des prestataires de services qui est basé sur la déontologie et sur la science, il leur cède une partie des prérogatives de l'État pour qu'ils se régulent entre eux. Donc, nous sommes en train de constater qu'il y a une agression carrément contre le monde de l'ingénierie, qu'il y a des insuffisances, au moins des insuffisances, pour le progrès de la nation. On est en train de freiner les possibilités. L'élan, quoi. Exactement, par l'absence de mesures ou des fois même par des mesures hostiles à l'innovation. Quelles sont vos propositions? Nous avons fait un ensemble de propositions. D'abord, la situation matérielle des ingénieurs. On ne doit plus permettre que des ingénieurs partent à l'étranger ou qu'ils restent au chômage. Nous devons les affecter. Ils doivent produire, ils doivent apporter la plus-value. Donc, pour ça, nous devons
réguler les salaires dans le privé. L'État doit revoir la manière dont il rémunère les Parce que les salaires aussi sont bas. Donc c'est pour ça que les ingénieurs qui ont déjà un emploi quittent la Tunisie. Très bas, madame. Un ingénieur perçoit en moyenne moins que 1300 dinars par mois. Et Dans le public dans le public. Alors que s'il va en France ou en Allemagne, le premier salaire qu'il touchera est 3500 euros. Vous savez, madame, un ingénieur... Ce qui n'est pas énorme, entre parenthèses, en Europe. 3500 euros, c'est à peu près 10 000 dinars. Non, 10 000 dinars par rapport à la Tunisie, mais l'équivalent. Ouais, ça lui permet de vivre décemment et d'exercer sa vocation de manière peut-être... Mais il a peut-être plus de perspectives aussi pour l'avenir, d'améliorer son salaire. Vous savez, un ingénieur en Tunisie générale, un ingénieur général et qui a un poste fonctionnel, en fin de carrière, c'est-à-dire après un mois, il va partir en retraite, il touche moins que 2 000 dinars. Oui. C'est comme tous les cadres tunisiens. C'est pas comme tous les cadres, madame. C'est ça la catastrophe. C'est-à-dire quand on fait une comparaison avec les cadres... Non, je parle des cadres du public. Je parle du public aussi. Oui. Dans le public. Il y a d'autres corps de métier, que je ne veux pas citer, qui ont des formations académiques inférieures à la formation académique des ingénieurs, qui touchent plus que le double de ça. Si, je vous le dirai hors micro tout à l'heure, parce que je ne veux pas que... Non, mais de manière générale, en tout cas, c'est à peu près les salaires ou les pensions de retraite parfaitement. Dans le public, oui, autour de 2000 dinars. Mais pour les ingénieurs, c'est spécial. C'est spécial, madame, c'est très gênant. En plus de cet aspect matériel, donc, nous désirons qu'on encourage les ingénieurs à créer des start-up, à créer des entreprises. On désire qu'il y ait plus de soins et plus de visibilité vis-à-vis des ingénieurs qui innovent. Vous savez, madame, je vous raconte l'histoire vraie d'une personne publique. Elle m'a demandé, c'est une femme, c'est une ingénieure, elle m'a demandé de ne pas citer son nom parce qu'elle est très modeste. C'est une doctoresse. Elle a fait plusieurs brevets d'invention. Son premier brevet d'invention était quelque chose de très intéressant, de très spectaculaire. Elle a voulu déposer son brevet. On lui a demandé l'équivalent de 28 000 dinars dans le temps. Elle n'avait pas les moyens. Oui. Alors son père, qui est un homme qui aime la science, qui a fait de sa fille ingénieure, il a vendu son terrain. Un terrain, il l'a vendu pour que sa fille aille déposer son brevet. Mais pour les jeunes qui font ce genre de choses, il n'y a rien. Pas d'encouragement, rien de... Nous désirons aussi, on nous laisse travailler, on ne nous empêche pas de travailler. Revoir la formation, la manière dont on fait la formation en Tunisie, avoir un regard, parce que par la loi, nous avons le devoir de veiller sur la qualité de le la contenu formation. Des programmes de l'enseignement supérieur. Alors que maintenant, nous sommes exclus de la... De fait. Non, pas de fait. C'est l'effectivité. Nous ne sommes pas convoqués aux séances de la Commission nationale d'équivalence. C'est-à-dire que c'est des fonctionnaires qui viennent dire « celui-là est un ingénieur, il a un diplôme, et celui-là n'est pas un ingénieur ». Mais c'est des fonctionnaires. C'est-à-dire qu'ils sont sous l'autorité de quelqu'un qui peut les orienter. Donc vous n'êtes pas associé en tant que... On n'est pas associé. Et c'est quelque chose de fondamental, ça. Voilà. On crée des écoles privées sans nous demander notre avis. Et le problème s'est posé l'année dernière. Parfaitement. Ce qui est contraire à la loi. Nous sortons 8500 ingénieurs. La loi dit que notre devoir, le rôle de l'ordre et le devoir de l'ordre, c'est de donner à l'État les besoins en ingénieurs, en nombre et en spécialité. Nous n'avons jamais été associés à ça. On ne nous a pas donné la possibilité de l'exprimer. Et on ne nous donne pas les moyens de faire ce genre d'études. Donc il y a beaucoup de problèmes et d'obstacles. Donc nous arrivons malheureusement au terme de notre émission. Mais est-ce qu'on vous entend là? Vous faites des propositions, mais est-ce que l'exécutif vous entend? Est-ce qu'il y a des signes? Pour le moment, ils ont invité monsieur le doyen. Vous savez, le doyen des ingénieurs, des 61 000 ingénieurs, c'est pas n'importe qui. Et il a été invité à la présidence du gouvernement. Et on pensait qu'il allait rencontrer une haute personnalité. Bon, il a rencontré madame la directrice générale de la fonction publique, qui est une personne très respectable et qui a un rang très élevé. Cette commission, ce groupe qui a reçu le doyen, il a dit, bon, ok, merci bien. On a pris note et on verra. Okay. Donc, ça, c'était, à la limite, vous pouvez avoir une idée sur la manière dont les ingénieurs sont perçus. Ceci fait que nous nous sentons responsables pour la Tunisie.
on doit faire notre rôle pour le progrès de la nation, quitte à être vigoureux. Sévèrement, mais il y a peut-être un travail de pression à faire de la part de votre conseil de l'ordre. Parfaitement. Voilà, c'est plutôt ça. Parfaitement. Et ceci est très gênant. Peut-être que nous terminons maintenant. Très gênant pour nous. La dernière grève que les ingénieurs ont faite, c'était en 1988. Pas un jour de grève. Pas un jour durant toute cette période. Alors que pendant la Révolution, il n'y a pas un corps de métier qui n'a pas fait ce genre de pression et augmenté ça. Mais c'est-à-dire la pression, moi, dans mon esprit, c'est pas uniquement faire la grève. Il y a d'autres modes de pression. Il y a la vulgarisation, il y a le fait de médiatiser tout le temps, de parler pour sensibiliser aussi bien l'opinion publique que les autorités. Donc voilà, c'est plutôt ça. C'est ce que nous faisons. Parce que franchement, on n'entend pas trop parler le Conseil de l'ordre des ingénieurs. C'est vrai, parce que les ingénieurs préfèrent travailler. Dans le silence, ok, d'accord, mais... Ce que je dis, c'est que durant même la période Bourguiba, donc dans les années 80, il y avait une conscience de l'importance des ingénieurs et cette conscience a été concrétisée en actes. Maintenant, il y a cette régression et ce que je dis, c'est que aux responsables, quel que soit leur rang, y compris le rang ou les rangs les plus élevés dans la nation, je leur dis, si vous êtes dans cette situation de décision, vous gérez l'histoire, vous créez des opportunités ou vous obstruez d'autres opportunités. Si dans votre époque, les ingénieurs, qui sont l'élite de la nation, arrivent à descendre dans la rue pour demander des droits rudimentaires, vous devez vous poser des questions sur votre mission dans la gestion de l'histoire et sur votre situation, est-ce que vous la méritez ou non? Merci beaucoup Abdesattar Hosni. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du Conseil de l'Ordre des ingénieurs. Merci chers auditeurs. Le magazine